À ce jour, selon les autorités irakiennes, les chiffres avancés, le nombre des infectés s'élève à 12 913 personnes et uniquement 112 morts sur le territoire national, c'est-à-dire sur 40 millions. Est-ce qu'on peut faire confiance à ces chiffres-là? Personnellement, je nuance. Pourquoi je nuance? Pour au moins trois raisons principales. La première raison, c'est politique. Vous savez très bien, l'Irak fait partie des pays les plus corrompus à l'échelle planétaire, hein, et ce depuis plusieurs années. Dans un pays où la corruption s'est systématisée, il faut toujours mettre en interrogation les statistiques. Ça, c'est la première raison politique. La deuxième raison, c'est sanitaire. Vous savez très bien, depuis 2003, je peux même dire depuis 1991, la guerre du Golfe, le système sanitaire irakien est en panne. En panne, l'état des hôpitaux, les compétences au niveau des médecins qui ont déserté le pays, la qualité des médicaments. Pour ces trois raisons-là, nous avons vraiment un système sanitaire qui est totalement en panne. La troisième raison, sans entrer bien évidemment dans les détails, c'est la raison sociale. La raison sociale, vous avez une culture sociale selon laquelle cette maladie, hein, ce virus, lorsqu'il frappe une famille, ça provoque une sorte de stigmatisation sociale pour laquelle une personne préfère mourir en silence au lieu de se rendre à l'hôpital et se déclarer comme malade. Une personne déclarée comme malade devient une honte pour toute la famille. Voilà pour les trois raisons. Je nuance énormément ces chiffres. Il faut rappeler que dans les années 70, avec l'arrivée du Parti Baas au pouvoir, un des chantiers sur lequel le Parti Baas et le gouvernement du Baas a travaillé, c'était vraiment la mise en place d'un système sanitaire très, très performant, très, très efficace. Ce n'était pas pour rien qu'à la fin des années 70, début 80, le système sanitaire irakien a été considéré comme le meilleur au Moyen-Orient. Et malheureusement, la guerre Iran-Irak et ensuite la guerre du Golfe et ensuite l'embargo pendant plusieurs années sur l'Irak a mis à bout ce système sanitaire. Les méthodes de traitement du Covid-19 en Irak, c'est vraiment très primitif. Pourquoi? Parce que tout simplement, les infrastructures sanitaires irakiennes ne permettent pas, objectivement parlant, que l'État traite d'une manière moderne et efficace cette maladie. On traite cette pandémie comme on traite n'importe quelle pathologie ou maladie en Irak. À ce jour-là, nous n'avons pas réellement un traitement efficace de cette maladie ou des personnes qui sont infectées par cette maladie. Et bien évidemment, le système corrompu irakien nous donne des chiffres sur les personnes guéries ou sorties de l'hôpital, mais peut-être on ne sait même pas s'ils étaient vraiment touchés par cette maladie. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État ne dispose même pas des tests pour tester la population. Alors, le gouvernement d'Adel Abdel-Mahdi, désormais remplacé par le gouvernement Kazemi, a mis en place plusieurs procédures, hein, par exemple le couvre-feu, mais malheureusement ce couvre-feu n'est absolument pas respecté, ni politiquement, ni socialement, ni religieusement. Par exemple, les cérémonies religieuses continuent malgré les appels de la Marjaria, malgré les appels des références religieuses sunnites, à la fois dans le territoire sunnite et dans le territoire kurde. Par exemple, les mosquées sont fermées, mais les gens ils vont faire la prière collective tous les vendredis devant la mosquée qui est fermée. Hein. Voilà, et donc, non, le couvre-feu n'est pas fermé. Ou, par exemple, la fermeture de la frontière. L'exemple de la République islamique de l'Iran qui partage à peu près 1500 kilomètres avec l'Irak. Officiellement, les frontières sont fermées, mais officieusement, on sait très, très bien le passage régulier entre les deux côtés de la frontière.
Voilà. Ou par exemple, on peut parler de tests. Malheureusement, la population n'est pas testée d'une manière efficace. Ça, c'est une grande difficulté. La deuxième difficulté, la disparité de la gestion du Covid-19 en Irak. Pendant la gouvernance d'Adel Abdel Mahdi, c'est-à-dire un gouvernement démissionnaire qui était là sans l'être tout en l'étant, avait vraiment livré la gestion du Covid-19 aux provinces, c'est-à-dire au gouvernement des provinces. Chaque gouverneur, chaque gouvernorat mettait en place ses propres procédures pour gérer la maladie, et ce qui n'a pas facilité la coordination nationale de cette pandémie. Et la grande difficulté, bien évidemment, c'est entre Erbil et Bagdad. Par exemple, la population gérée par le gouvernement régional du Kurdistan, le traitement, la méthode, à la fois à l'échelle qualitative et à l'échelle quantitative, n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a mis en place à Bagdad. Je vous donne un exemple. Ce que j'observe dans le territoire du GRK, du gouvernement régional du Kurdistan, il y a une gestion autoritaire du Covid-19. Je peux même citer par exemple plusieurs centaines de personnes arrêtées parce qu'ils n'ont pas respecté le couvre-feu. Les mosquées sont fermées d'une manière autoritaire, le déplacement d'une ville à une autre ville totalement interdite. Or, dans le territoire sous la gouvernance de Bagdad, on voit, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans ce qu'en Europe, on dit la responsabilisation de la population, mais pour le cas irakien, je dirais le désengagement du gouvernement bien évidemment démissionnaire. La coopération entre la République islamique de l'Iran et l'Irak sur la gestion du Covid-19 est totalement absent. Il n'y a aucune coordination. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Iran est fortement touché par cette pandémie. Et donc, l'Iran est très, très préoccupé et occupé par la gestion interne de cette pandémie, et il n'est absolument pas en mesure d'aider ni l'Irak ni d'autres pays. Il est en situation d'aide, il a besoin d'aide et non pas d'aider l'Irak. Mais par contre, malgré cette pandémie, l'Iran est très, très présent, fortement présent dans la situation politique irakienne ici et maintenant, surtout pendant la formation du gouvernement, du nouveau gouvernement de Mustafa Kazmi. Oui, politiquement présent, mais dans la gestion du Covid-19, absence totale de la coordination. Le mouvement de contestation, c'est vrai, partiellement, s'est mis entre parenthèses, surtout pendant la formation du gouvernement de Kazmi, mais aussi, bien évidemment, avec l'arrivée de cette pandémie Covid-19. Mais je dis bien partiellement, il s'est mis entre parenthèses. Pourquoi? Parce que des petits groupes étaient toujours là, à Bassoura, à Nasiriyah, à Najaf, à Karbala, mais aussi à Bagdad. Les tentes, elles étaient toujours à la place Tahrir. Depuis quelques jours, surtout ces dernières 24 heures, nous assistons au retour de ce mouvement dans plusieurs villes irakiennes. Il y a eu des sièges des partis politiques incendiés, surtout des partis politiques chiites, le parti Dawa, Fatah, Nasser et d'autres partis, et surtout les sièges des milices chiites. Il y a eu un manifestant tué, et donc le mouvement de contestation était là, est là, et il sera là d'une manière très très forte demain et après-demain. Pourquoi? Parce que tout simplement, les causes qui ont conduit à l'émergence de ce mouvement de contestation sont des causes structurelles et non pas situationnelles. Ce n'est pas parce que le Covid-19 est arrivé ou parce que Kazemi a réussi à former un gouvernement que le mouvement de
rentrera chez soi. Non, ces causes structurelles, elles sont là, elles sont enracinées dans le système politique, dans le système social, dans le système économique irakien. Et tant que le gouvernement irakien n'a pas traité dans les racines ces causes-là, le mouvement restera là. Depuis l'arrivée du Covid-19, c'est vrai, médiatiquement, on a la tendance de mettre l'accent sur un retour en force de l'Organisation d'État islamique. Mais mon avis sur le sujet, c'est qu'en 2017, c'est vrai, certes, le groupe de l'Organisation d'État islamique là, a perdu son entité territoriale. Son entité territoriale à Mossoul et ensuite à Raqqa, mais ce groupe n'a jamais perdu sa base sociale. Ce groupe n'a jamais perdu sa base militante. Ce groupe n'a jamais perdu son territoire d'action. Ce groupe était là, il est là et il sera là demain. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a des facteurs objectifs qui aident à la durabilité, de ce groupe. Mais par contre, ce qui est nouveau dans ce contexte-là, c'est plusieurs éléments. Le premier, c'est le désengagement de la coalition internationale, notamment les États-Unis d'Amérique et les pays européens. On sait très bien que plusieurs pays ont récupéré leurs troupes au sol et ils ont livré les Irakiens eux-mêmes face à l'organisation de l'État islamique. Ce désengagement de la coalition internationale est un facteur facilitateur pour que le groupe revienne beaucoup plus fort qu'auparavant, par exemple qu'en 2018 ou fin 2017. Le deuxième facteur, bien évidemment, c'est l'absence de l'accord entre Bagdad et Erbil dans la gestion du terrorisme d'une manière globale et le terrorisme dans les territoires disputés. Le territoire disputé qui constitue à ce jour-là le territoire d'action par excellence de l'organisation de l'État islamique. Et parce que Erbil et Bagdad ne sont pas d'accord sur la gestion de ce dossier-là, et parce que les Peshmerga et l'armée irakienne se désengagent, et il y a un vide politique, il y a un vide territorial qui aide à ce retour en force de l'organisation de l'État. Et troisième facteur qui est très très important, c'est qu'aujourd'hui, sur le sol, vous n'avez qu'une force militaire, une force armée qui est en lutte avec l'organisation de l'État islamique. Concrètement, pratiquement, il y a une seule force, à savoir les milices chiites. Or, à ce jour-là, par leurs différentes pratiques négatives avec la population sunnite, ces forces miliciennes sont perçues dans la mémoire collective sunnite comme une force d'occupation et non pas de libération. Et de ce fait-là, cela est un facteur facilitateur pour le retour en force de l'organisation d'État islamique qui considère la communauté sunnite comme sa base militante. Voilà ce qui est nouveau dans ce contexte. Dans le contexte Covid-19, hélas pour les Irakiens, on a assisté à un drame, à savoir la baisse du prix du pétrole. Comme on sait tous, l'économie irakienne est financée à 97% par le pétrole. Lorsque le prix du pétrole est haut, tout se passe bien pour les Irakiens. Mais par contre, lorsque ce prix tombe, comme aujourd'hui, c'est tout le système irakien, tout le système économique irakien qui est en panne. Un petit rappel, en 2003, à l'époque de Saddam Hussein, le nombre des fonctionnaires ne dépassait pas 750 000 personnes. À ce jour, selon le président de la commission anticorruption de l'Assemblée nationale irakienne, le nombre des fonctionnaires dépasse sans aucun problème les 6 millions de personnes. Les 6 millions de personnes qui sont financées directement, leur salaire financé directement par le gouvernement. Le gouvernement, ses ressources viennent du pétrole. Et lorsque le prix est bas, alors
le gouvernement est totalement désarmé. C'est pourquoi, à ce jour-là, Kazmi se pose la question comment financer ces 6 millions de fonctionnaires, comment verser le salaire de ces 6 millions de fonctionnaires le mois prochain. C'est pourquoi on fait appel à la Banque mondiale, on fait appel à FMI, on fait appel à des partenaires économiques de l'État irakien, sans succès, bien évidemment, à ce jour-là. Numéro un. Numéro deux, on est dans un pays où, comme hier, l'envoyé spécial des Nations Unies l'a dit pendant sa conférence de presse, on s'approche de 40% de la pauvreté, hein, de 40% de pauvres en Irak, hein, sans parler des chômeurs, sans parler des déplacés qui sont par des millions, des déplacés à l'intérieur de l'Irak. Autrement dit, les conséquences, malheureusement, de cette crise seront vraiment dramatiques à la fois pour l'État irakien et pour la société irakienne. La nomination de Mustafa Kazmi au poste du Premier ministre est le résultat, bien évidemment, d'un consensus à l'échelle locale, régionale et internationale. La bonne nouvelle, c'est que cette personnalité a, pour la première fois, une très bonne relation. Vous avez un Premier ministre, pour la première fois, qui a de très bonnes relations avec la majorité ou presque des acteurs majeurs de la société irakienne, de la société politique irakienne. Kazmi a de très bonnes relations avec Erbil, de très bonnes relations avec Najaf, de très bonnes relations avec Mossoul, mais aussi de très bonnes relations avec l'Arabie saoudite, hein, Mohammed bin Salman l'a invité directement à Riyad, de très bonnes relations mise en place récemment avec la République islamique de l'Iran, de très bonnes relations avec les pays européens et surtout de très bonnes relations avec Washington. Tout ça, c'est des points positifs par rapport à l'arrivée au pouvoir de Mustafa Kazmi, ce journaliste qui a travaillé dans les années 2000 pour Barham Salah dans son institution médiatique et aujourd'hui, il est devenu son Premier ministre. Mais par contre, son Premier ministre, au-delà de ses points positifs, hein, de ce que j'appelle le symbolisme, il a des dossiers à gérer d'une manière très, très urgente. Par exemple, le retour de l'organisation de l'État islamique, la crise économique qui frappe le pays, la crise de confiance entre Erbil et Bagdad, surtout sur le dossier des Peshmerga, le dossier de pétrole, le dossier de la gestion des frontières, etc. Il y a plusieurs dossiers en désaccord entre Erbil et Bagdad. Le Premier ministre doit gérer en urgence la milicisation de la société irakienne. À ce jour-là, vous avez au moins 175 000 miliciens lourdement armés en Irak. Et donc, comment démilitariser cette société irakienne? Et pour moi, la priorité de toutes les priorités pour le Premier ministre, c'est la stabilisation de ce que j'appelle la stabilisation de la cogestion de la situation irakienne de la part des États-Unis d'Amérique et de la République islamique de l'Iran. Autrement dit, tant que ce Premier ministre n'a pas réussi à stabiliser le partenariat américano-irakien dans la gestion de l'État irakien, voilà, tout reste en suspens. Donc, c'est pourquoi la tâche de ce Premier ministre est proche à ce qu'un de mes collègues qualifie de la mission impossible.